Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on reprend le fil de qui veut être mon associé. Et je voulais d'abord te remercier pour les messages, les étoiles, ta présence. Et du coup, je te le redemande comme d'habitude. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Ou alors, tu prends le téléphone de l'ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est encore ce qui m'aide le mieux. Donc un immense merci à toi de ta présence et de ta réponse. Et merci aussi pour le livre. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'en parler en podcast, mais c'est vrai que voilà, on a passé les 10 000 exemplaires vendus. Je l'ai su aujourd'hui par un client qui m'a dit, voilà, j'ai reçu le livre avec le macaron best-seller et ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que franchement, j'aurais jamais cru que ça m'arrive. Et donc, je suis obligé de te remercier parce que c'est grâce à toi. Et je dis toi parce qu'en fait, on est tous individuellement en train d'écouter ces émissions. Donc, vous êtes plusieurs pour moi, mais tu m'écoutes tout seul. Donc, je te remercie. Voilà, je vous remercie. Je ne sais jamais comment il faut dire merci. Je le dirai jamais assez. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ce bouquin, c'était vraiment, c'est vraiment une partie de ma vie. Donc, tu as un bout de ma vie dans ce livre et ça fait plaisir que ça t'ait plu. En espérant que les autres livres te plaisent aussi. En tout cas, on fait en sorte que chacun des bouquins soit vraiment à la hauteur et on espère continuer à l'être pour chaque livre. C'est pour ça que c'est long à sortir à chaque fois. J'espère que tu ne m'en veux pas pour ça. Bref, sans plus de transition. Donc, on reprend les Qui veut être mon associé. Et là, aujourd'hui, je vais faire une émission en mode, vraiment, on est juré. Donc, je vais couper quand j'ai envie. Je vais t'analyser et te donner les éléments au fur et à mesure. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir les candidats avec toi et de voir un peu si c'est bien ou pas ce qu'ils ont à proposer. Enfin bref, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Bonjour, moi c'est Jovien. Et moi Anthony, nous sommes les cofondateurs de la startup Urzantime et nous vous proposons 7% contre 300 000 euros. Bon, j'étais comme Marc, hein. Il a fait comme si une flèche lui avait transpercé le cœur. Ça fait un peu plus de 4 millions d'euros de valorisation. Bon, voilà, moi je te le dis, c'est toujours un enjeu, hein, annoncer ou pas tout de suite la valo de ta boîte avec des montants pareils. Moi, plus j'avance dans les qui veut être mon associé, plus ma position vis-à-vis de ça, elle est simple. Je vais te la donner tout de suite. Il y a 2 cas de figure. Tu fais du chiffre d'affaires, commence par annoncer ton chiffre d'affaires, donne la valo ensuite, ça passera mieux parce qu'en fait, là, 7%, 300 000 euros, donc ça veut dire que pour moi, la boîte, elle doit forcément faire du chiffre. Donc là, quand tu annonces des valos aussi hautes, il faut forcément que derrière les chiffres soient là. Donc j'ai toujours une appréhension parce qu'il y a quand même eu pas mal d'émissions où les mecs, ils te donnent des chiffres qui n'ont rien à voir. Mais je veux dire, ça, c'est une maladie qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont. Même moi, je vais l'avoir. On l'a tous à notre échelle. On surévalue nos business. Arrête de rêver. Je te le dis. Moi, je vends régulièrement. Et des fois, j'ai raison. Des fois, je me trompe. Avec les années et l'expérience, je suis de plus en plus juste dans la valeur de ce que je possède et dans l'évaluation de ce que je possède. Mais la vérité, déjà, je vais te la dire, elle ne va pas te faire plaisir. Si tu n'as jamais vendu ni tes biens immobiliers, ni une de tes boîtes, tu n'as aucune notion de ce que vaut ta valorisation, premièrement. Deuxièmement, ta valo, elle n'est pas, elle n'est pas conditionnée simplement qu'à un calcul arithmétique. Il y a aussi la conjoncture. Par exemple, en ce moment, on est dans une conjoncture très difficile, il y a peu de candidats qui sont réellement potentiellement finançables. Donc ça veut dire que naturellement, de par la conjoncture, la valeur de ta boîte qui par exemple habituellement est de 100, elle aura tendance à descendre à 90 dans une période comme celle-là. Et à l'inverse, dans les périodes euphoriques où l'argent est plus facile d'accès, elle montera naturellement à 110, peut-être même des fois plus. Donc il faut comprendre que premièrement, si tu n'as pas d'expérience, tu auras tendance toujours à surévaluer. Deuxièmement, le contexte va jouer en ta faveur. Et troisièmement, il y a aussi un élément que beaucoup d'investisseurs entrepreneurs n'ont pas. La présentation, l'emballage qu'il y a autour de ce que tu possèdes a au moins autant d'importance que ce que tu possèdes. Je vais te le dire autrement. C'est ce qu'on appelle le marketing. Si tu ne fais pas de marketing, malheureusement, ça a moins de valeur. Et si tu fais du marketing, malheureusement, ça a plus de valeur. Il y a des gens qui n'ont pas de considération pour le marketing. Ces gens-là ont tort parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Mais malheureusement, tu en as besoin. Donc, je te le dis,
soigne ces 3 éléments, à commencer par toi, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Soigne-toi toi-même de cette maladie qui consiste à surévaluer. Moi, j'entends des gens qui disent ah, ma boîte, elle vaut tant. Mec, garçon, fille, tant que tu n'as pas vendu, ça ne vaut rien. Voilà, tu l'apprendras à tes dépens, malheureusement. Deuxièmement, le contexte. Troisièmement, l'emballage. Comment tu emballes ce que tu possèdes. Et ça, c'est quasiment le trio gagnant qui te permet de vendre cher. Donc là, ils arrivent, ils annoncent très cher pour quelque chose pour lequel pour l'instant on n'a pas de chiffre d'affaires. L'émission elle n'a pas commencé, je te le dis tout de suite. Si ça fait 0, ça va être compliqué pour moi de me faire avaler la pilule, de mettre de l'argent sur un truc comme ça. Si ça fait du chiffre, ça a intérêt à faire beaucoup de chiffres pour que ce soit valorisé 4,3 millions. Maintenant, la balle est dans leur camp. Il y a quelques années, ma vie a basculé suite à un accident de moto où j'ai frôlé la paralysie à vie parce que les services de secours ont eu du mal à évaluer la situation au téléphone. Et ce qu'il faut retenir de ce jour-là, c'est qu'au téléphone, c'est parfois compliqué de comprendre ce qu'on nous raconte. Par contre, dès qu'on voit, alors on comprend tout de suite. Donc, suite à ça, on a eu l'idée avec Jovien un peu folle d'aller voir les SAMU pour leur proposer d'utiliser Teams, FaceTime, WhatsApp pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Et ils nous ont répondu qu'ils n'avaient absolument pas le droit parce que tous ces outils, en fait, aussi bien soient-ils, ne respectent pas la protection des données. Par contre, ils rêveraient d'avoir une solution de visio pour eux, quelque chose de simple et rapide. Et puisqu'on était là, pourquoi pas créer la solution de leur rêve. Et c'est de là qu'est née notre mission de donner des yeux à nos héros du quotidien. Eh bien, cette solution, on l'a faite. Côté médecin du SAMU, c'est un site web où ils vont pouvoir passer des appels vidéo en saisissant le numéro de téléphone de leur patient. Côté patient, il faut juste cliquer sur le lien reçu par SMS. C'est simple, c'est rapide, il n'y a rien à télécharger, tout le monde peut donc en profiter. Et finalement, à quoi ça sert de donner des yeux à nos héros du quotidien? Eh bien, ça sert à ces jeunes parents qui appellent en plein milieu de la nuit pour leur nourrisson, en décrivant des troubles peu inquiétants. Mais le médecin, il a quand même voulu vérifier. Et en passant en visio, il s'est rendu compte que le nourrisson est en train de tourner au bleu, qu'il lui restait 30 minutes à vivre. Et ils ont pu le sauver. Ça sert à cette femme qui n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital pour accoucher. Et c'est son mari en visio avec le SAMU qui a aidé à l'accouchement. Et tous ensemble, ils ont réussi. Alors, c'est 2 histoires, 2 appels vidéo. Et on vient de franchir le cap symbolique des 50 000 appels vidéo passés avec les services d'urgence. Ce n'est pas pour rien que notre solution est utilisée par les pompiers de Paris, un quart des SAMU de France, un quart des SAMU suisses et depuis peu, un tiers des 911 dans tous les États-Unis. C'est dans la même continuité que les services clients des entreprises ont également commencé à nous utiliser. Après tout, c'est aussi nos héros du quotidien. Quand votre box tombe en panne ou que votre chaudière ne fonctionne pas, ils vont pouvoir voir ce que vous voyez et dans 8 cas sur 10, résoudre votre problème au premier appel. Ça économise beaucoup de déplacements. Finalement, Urgent Time a déjà impacté une centaine de milliers de personnes, que ce soit à travers les services d'urgence ou les services clients des entreprises. Et on va pouvoir transformer ces centaines de milliers de personnes en millions de personnes, voire dizaines de millions de personnes impactées, avec peut-être l'un de vous pour nous guider. Mais d'ailleurs, si vous voulez, avant qu'on passe vraiment en profondeur sur les questions-réponses, je vous propose qu'on fasse une démo en live avec le SAMU pour que vous puissiez l'expérimenter. Bon, le produit est efficace, ça touche la santé, ça doit rapporter de l'argent. Il a donné un chiffre symbolique sur le nombre d'utilisateurs, ça veut dire que normalement ils font de l'argent. Je me pose une question à ce stade, sans doute légitime, à laquelle je pense qu'on va avoir une réponse, c'est qui paye? Est-ce que c'est le client qui a un appel à fournir et qui paye dans le besoin? C'est-à-dire j'ai besoin, je paye de montrer parce que voilà, j'ai besoin et du coup le prix et peut-être que c'est comment on appelle des points, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est finalement, mais ça me paraît bizarre que ce soit les urgences ou les professionnels qui payent. Par contre, voilà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le business model a évolué puisqu'aujourd'hui, ils prennent les entreprises qui ont besoin de faire du dépannage à domicile. Je trouve ça excellent. Ensuite, il a précisé qu'ils avaient conquéri d'une certaine manière les États-Unis puisqu'ils sont présents aux USA. Il l'a dit. Donc ça aussi, ça laisse présager d'une utilité massive et donc d'un chiffre d'affaires conséquent. Au moment où je te parle, je suis assez silencieux et j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis assez bluffé. L'idée, elle était toute bête de régler un problème de protection des données qui paraît évident. Ça paraît tellement évident que tu es presque surpris de te dire que personne ne l'a fait, mais quand tu y réfléchis, c'est souvent ce genre d'évidence qui offre les plus belles opportunités. Ce qui veut dire que
Si tu es confronté à ce genre d'évidence, n'hésite pas à t'y engager. Je suis bluffé. Il fallait simplement y penser. Et très honnêtement, on est dans des situations d'urgence. Je vais te le dire comme je le pense. Mon opinion sur le tarif des parts de la boîte, là maintenant tout de suite, a quelque peu légèrement, je dirais, évolué. Je trouve finalement que le potentiel de l'entreprise est là, que ce qu'ils ont l'air d'annoncer correspond, maintenant il faut voir les chiffres, à ce qu'ils disent, et que même s'ils n'y sont pas, le potentiel est là. C'est-à-dire qu'on est sur une boîte qui peut se développer à l'international, qui a priori a déjà commencé à le faire, et qui n'a besoin finalement que d'organisation, d'un coup de pouce et sans doute d'argent pour arriver à accomplir ses objectifs. Honnêtement, chapeau, et je remets le doigt sur l'évidence, parce que parfois on voit des choses évidentes et on se dit mais non, ça doit exister, mais non, ce n'est pas possible, mais non, c'est encadré. On se freine nous-mêmes et on est notre propre ennemi. Là, ils se sont engagés sur une évidence, et les évidences, c'est parfois ce qui rapporte le plus d'argent. Est-ce que l'un de vous peut venir? Bon, allez, je le fais. On va appeler Samu ensemble. Alors, ok. Ce que je te propose, c'est... Là, t'appelles. Ok. T'appelles le 15. Et fais comme si tu trouvais quelqu'un inconscient. Bonjour. Bonjour. Je viens de trouver quelqu'un inconscient devant moi. D'accord. Dites-moi, il respire ou pas? Est-ce qu'il respire? Ouais, il respire. Il respire, d'accord. Je vais vous aider, je vais faire une visio avec vous pour voir exactement ce qui se passe. Donc je vous envoie un SMS sur votre téléphone portable. Vous cliquez sur le lien. Ça ouvre une fenêtre. Voilà, c'est parfait. Hop. Souhaite accéder à votre appareil photo, oui. C'est parti. C'est parfait, d'accord. Regardez ici, là où je montre sur votre écran, où je pointe avec ma souris, si son ventre, il bouge. Voilà. Son Il ventre, bouge bien son ventre, il respire. il bouge. D'accord, très bien. Vous arriverez à le mettre sur le côté? Ouais. Hop. Hop. C'est bon, il est en PLS. Ah ouais, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il a pris des médicaments, quelque chose? Vous voyez quelque chose autour de lui? Non, je vois rien. Ok, bon, parfait. Vous le surveillez bien qu'il respire et les secours vont arriver, d'accord? Super, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bon, ça fonctionnait bien en tout cas. Ce qui va se passer, c'est que là, on est à la fin de la démo et on va garder le médecin en ligne quelques instants pour que vous puissiez lui poser des questions. Est-ce que du coup, vous avez déjà utilisé ce logiciel en situation réelle? Oui, depuis 4 ans, je l'utilise. Et alors, le fait de voir change vraiment les choses pour vous? Absolument, c'est vital. Un enfant qui est malade et qui a des boutons, on peut voir exactement le type de bouton que c'est, si ça peut être de la varicelle ou ça peut être une éruption autre cutanée. Et du coup, on peut porter mieux conseil aux gens, quoi. Ok. Et au-delà de l'intérêt pour vous, j'imagine que pour la personne, ça doit être rassurant, ça doit enlever un peu de stress parce qu'on n'est pas seul face à la situation. C'est ça, en fait l'appelant c'est le premier maillon de la chaîne des secours. Donc en fait, sans qu'on puisse voir ce qui se passe, on a un peu plus de mal à l'aider. Alors que quand on voit ce qui se passe, déjà ça le rassure puisqu'on est comme si on était à côté de lui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le jury? Non, mais c'est bon. Non, ça nous Merci. semble très clair. Merci beaucoup pour votre temps et bon courage pour la suite. Merci à vous. En fait, je suis un peu sans voix parce que c'est extrêmement impressionnant. Bon, tu vois pas les images, on est sur un podcast, tu m'en veux pas, mais globalement, ton téléphone, donc tu reçois, tu as compris, hein, de toute façon tu as entendu, en même temps tu n'as pas besoin d'en savoir plus, tu reçois un SMS, tu cliques, ton téléphone, comme tu valides le fait que la personne prenne contrôle de ton appareil, ben, tu valides le fait que tu bascules sur l'appareil, que tu aies cette visio, et à partir de là, ben, comme il l'a très bien dit le médecin, tu règles 80% des problèmes parce que visuellement, tu as une personne qui a la compétence, qui apporte son assistance à une personne qui ne l'a pas. Et donc, c'est facile de comprendre la situation. Il y a rien à dire en fait, ça te coupe la chic. Et là, il est en train de se passer une chose qui ne m'est jamais arrivée et que je vais te dire, j'ai la sensation que cette application vaut plus cher que ce qu'ils nous ont pitché. J'ai la sensation qu'on est face à quelque chose de tellement utile et évident que ben pour une fois, j'aurais même moins envie d'y mettre de l'argent. Je me dis, mais attends, c'est un truc de fou, ça me paraît tellement évident. Et là, tu te dis, mais effectivement, on a tous des téléphones, donc on peut tous contribuer quelque part à aider quelqu'un qui serait dans une situation grave devant nos yeux, auquel on peut être confronté à tout moment. Et en fait, avec cet appareil, si de l'autre côté, la personne a accès à cet outil, ben en fait, tu peux régler tous les problèmes. Alors, il y a un autre sentiment qui est en train de m'envahir pendant que je te parle et que je suis obligé de te partager, c'est que c'est tellement utile qu'à la limite, tu te dis, est-ce que ça doit être payant ? Parce que là, on va au-delà simplement de la considération monétaire. Tout à l'heure, je n'ai parlé que d'argent. Mais là, j'en suis silencieux tellement j'ai envie de dire, c'est d'utilité publique. C'est presque vital qu'aujourd'hui, on puisse tous contribuer à ce système. Alors,
forcément, c'est eux qui l'ont inventé. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils gagnent d'argent. Mais enfin, c'est tellement utile que c'est bluffant. Et je me dis qu'effectivement, équiper les centres de secours, de ce genre d'outillage, enfin, c'est même pas un outillage, de ce genre d'application, c'est même pas une question. Tu vois, alors, je ne suis pas le genre de gars qui dit qu'il faut que les choses soient obligatoires. Mais ça devrait être obligatoire. Alors, c'est sûr que tu crées une boîte qui devient obligatoire dans toutes les urgences de la planète entière, autant te dire que tu es riche instantanément. Même si, je le répète, ici, la richesse n'a rien à voir à faire. Mais en même temps, parce que tu règles un problème tellement important, l'argent arrive à flot. Donc bon, je suis un peu désarçonné, ça m'est jamais arrivé à ce point-là, tellement je trouve le mode opératoire, le système et l'appareil utile, évident, nécessaire, j'en perds mes mots, que je vais voir un peu les questions, je me demande un peu comment est le business model. Au moment où je te parle, je vais quand même te le dire, j'ai une notion du business model puisqu'entre-temps, je suis allé taper le nom, j'ai fait quelques recherches. Je sais comment ça fonctionne, mais il me manque tellement d'éléments pour comprendre les rouages de cette entreprise que je préfère ne rien dire et te laisser le suspense parce que, très sincèrement, je trouve que c'est bluffant, évident et nécessaire. Donc à partir de là, j'ai hâte de voir les questions qu'ils vont poser, mais j'ai la sensation que les investisseurs sont eux aussi un petit peu cloués de ce qu'ils viennent de voir. Parce que là, il n'y a rien à dire. Tu as envie de dire, mais il faudrait que tout le monde l'ait. Tellement ça paraît évident que ce produit doit être accessible à tous. Franchement, ça marche bien. Hein. Ouais. Et pour eux, comment ils font pour montrer les endroits où il faut aller appuyer? Ils ont un truc tactile, un logiciel avec une souris? Avec votre souris, quand vous passez sur l'écran et que vous cliquez, ça affiche le pointeur. Eux, ils affichent ça sur un ordinateur. Sur ça, l'ordinateur, ouais. c'est ça. Ah, pas sur un téléphone, ouais, Ouais, c'est forcément. Donc ça nécessite d'installer un soft chez eux? Non. Ou pas du tout, ça marche web. C'est un site C'est web. tout en ouais, web. c'est ça, tout en web. Ok. Ça, c'est facile à déployer. Ok, c'est pas un truc où il faut installer. Magnifique, mais comment vous gagnez de l'argent du coup? Le business model? C'est par licence. Chaque personne qui l'utilise sur un centre d'appel a sa propre licence. Et c'est combien? La première formule est à 30 € par mois, la deuxième est à 50 par mois. Vous avez créé cette boîte il y a combien de temps? On l'a créée en 2017, l'entreprise. Ah, et ça a été installé pour la première fois en exploitation quand? En 2019, fin 2019, début 2020. D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes où là en termes de chiffre d'abonnement? Cette année, c'est du 45 000 € de chiffre d'affaires. Sur les SAMU. Ouais, sur les SAMU, Au global, on est à 270 000 € de chiffre d'affaires. Sur la santé, c'est 45. Ouais, 45, c'est ça. Et au total, 270. Ouais. C'est ça. Combien de clients pour faire ces chiffres? Hors SAMU, on a 40 clients. Voilà. Sachez aussi on fait moitié moins cher au SAMU, parce que c'est d'utilité bah publique. Et c'est aussi notre travail qu'on fait avec les entreprises qui nous permet de financer une solution comme ça à moitié prix pour les SAMU. Donc c'est un cercle vertueux. Et c'est parce qu'on travaille avec les SAMU que les entreprises nous disent si votre solution peut gérer des vies, elle peut gérer mes problèmes. Et moi aussi, j'ai besoin d'avoir des yeux sur mon centre d'appel. Comment vous avez fait pour avoir le 911? Parce que quand vous dites 245 000 €, c'est pour partout? À 911, on vient de terminer le déploiement, là, fin septembre, donc c'est vraiment hyper récent. Ah. Donc le chiffre d'affaires lié à ça n'a pas encore démarré. Comment on a fait? Sur les centres d'appel, je pense que vous avez tous vu, ils sont comme là, avec un casque derrière un ordinateur. Ils utilisent tous un logiciel d'appel. Et nous, on s'est intégré dans ce logiciel d'appel. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille là-dessus pour qu'on puisse arriver à ce jour, que ça soit déployé partout. Et donc là, on va passer à la phase de ça va être utilisé. Mais vous êtes rentré en contact comment avec le responsable, le CTO américain des 911? Très honnêtement, un coup de chance, je ne vais pas vous mentir. C'est du réseautage, on rencontre beaucoup de gens. Ah, ce que tu fais, c'est super, je vais parler à un machin, je parle à un machin. Et on est arrivé là. Donc un matin, vous avez un coup de fil d'un gars qui gère les 911 aux US. On en tiens, vous êtes 2 en France. Il paraît qu'on est tous à 3 personnes de Barack Obama, donc on peut aller le chercher. Ouais. Mais à la base, vous n'êtes pas développeur, vous? Moi non, lui oui. Moi, oui. Ah, d'accord. Combien de personnes dans votre équipe? 2, on vient de passer à 3. 2 en vous comptant vous? Ouais, en nous comptons Voilà, on est Pour tout gérer. pour tout gérer. Oh, wow. Depuis 2017. C'est ça, C'est ça. exactement. C'est marrant, la mission est magnifique, le produit fonctionne très bien, j'ai pu le tester, mais on est un peu frustré par les chiffres ou votre croissance, vous êtes toujours 2, on a l'impression que ça n'a pas encore pris. Elle dit comme ça, je suis complètement d'accord. On se dit on est 2, ça fait plusieurs années, 270 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que ça a vraiment décollé?
Laissez-moi vous partager quelques informations. Oui. On a déjà 400 000 de bouquets pour l'année prochaine, parce qu'on est sur du récurrent. Et donc, on prévoit de faire 600 000 l'année prochaine et 1,5 million l'année suivante. Mais il n'y a pas que ça. Là, on se déploie, par exemple, chez des grandes entreprises. Je prends l'exemple d'Orange. Un déploiement chez une grande boîte, c'est vraiment par palier. Donc, la première année, je dis n'importe quoi, on va faire 5 000. Deuxième année, 50 000. Troisième année, 500 000. Le chiffre d'affaires, il fait comme ça. Attendez, vous parlez d'Orange qui doivent avoir, je ne sais pas combien de dizaines de centres d'appel. Ouais. La techno, pour faire ça, c'est pas non plus... bon, c'est super que vous ayez pensé, bravo, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais enfin, c'est pas non plus... Pourquoi ils font appel à vous, en fait? Rocket Science, on peut se imaginer qu'ils se développent ça plutôt assez facilement. Je pensais comme vous. Ouais, mais non. Vraiment. Ça peut paraître fou, mais personne n'y arrive. Et en fait, la barrière à l'entrée paraît extrêmement fine. On peut redévelopper une base comme ça en une nuit. Par contre, quand vous allez vouloir amener un usage industriel et que ça soit compatible avec tous les smartphones, avec toutes les versions sur le web, c'est hyper Ouais, mais instable. c'est super bizarre ce que vous dites, parce que vous dites finalement la barrière à l'entrée, elle n'est pas si petite que ça, c'est super technique, il y a plein de trucs à régler. Ok, ça on entend, mais vous êtes deux. Ouais. Je sais. Ouais. Et pourtant, Non, c'est un génie, c'est... Et puis ça fait 3 ans aussi, peut-être. ça fait longtemps qu'on est dessus. On a probablement été les premiers à le faire avant même que la techno débarque pour faire ça. On est passionnés. Et j'ai eu Téléperformance encore il n'y a pas très longtemps au téléphone qui m'a dit en fait, on a investi quand même pas mal en interne pour le refaire et on l'a refait. Mais in fine, aujourd'hui, votre solution, elle est moins chère que celle qu'on a et elle fonctionne mieux. Ok. Donc, en appel d'offres contre vous, Ok, vous gagnez, ok. Et tous ceux qui essayent de le faire après eux le font moins bien qu'eux, et comme il te l'a expliqué, au point où même certains ont réussi à dupliquer la formule, mais elle fonctionne moins bien que la leur. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça va te faire rire. Ça me fait penser à Tesla. Tesla, on peut dire ce qu'on veut. T'aimes ou pas les voitures électriques, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, tu as Toyota, tu as tout un tas de marques qui se lancent dans l'aventure électrique et ils déclarent qu'ils n'arriveront jamais à rattraper le retard qu'ils ont pris face à Tesla. Parce qu'en fait, ils ont pris tellement d'avance sur la techno, ils l'ont tellement développé aujourd'hui que tu peux prendre n'importe quelle voiture électrique autant que tu veux, tu n'arriveras pas au niveau de Tesla. C'est tout, c'est comme ça, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de te dire. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais la qualité des plastiques à l'intérieur des voitures, etc. » De toute façon, je vais te dire, la qualité des plastiques à l'intérieur des voitures, elle ne fait que décliner d'année en année. C'est fini l'époque où tu avais un intérieur des bagnoles qui était vraiment différenciant entre les BM et les Mercedes et le reste du marché. Même aujourd'hui, quand tu rentres chez BM et Mercedes, la qualité, elle diminue. Parce qu'en réalité, les marges ont diminué, que toutes les entreprises ont la même problématique. Ils ont besoin de retrouver de la marge. Et du coup, c'est le client qui finit par payer. Quand tu ne le payes pas avec l'argent, tu finis par le payer par la qualité. Et là, quand on te dit qu'ils sont deux depuis autant d'années et qui viennent à peine de s'ouvrir à la troisième personne et qu'à deux, ils gèrent tout ça, c'est juste incroyable. Alors c'est vrai que, je vais être tout à fait franc avec toi, j'ai un sentiment toujours très mitigé. Bon, je vais être franc avec toi, je ne suis pas complètement transcendanté par ce qu'ils viennent de nous dire, ce n'est pas l'euphorie dans mon corps. En même temps, je suis ébahi et j'ai l'impression, quand je les écoute, j'ai du mal à croire à cette histoire tellement elle est énorme et en même temps, j'ai bien vu ce que j'ai vu, j'ai constaté le fonctionnement de l'application, c'est un délire total. Et comme l'a dit Marc, c'est tellement simple que tu te dis, mais moi aussi je peux le refaire. Et en même temps, quand les gens s'y mettent, ils n'arrivent pas à le reproduire. Et c'est possible. Il arrive parfois dans la vie qu'il y ait comme ça des segments, des secteurs de marché sur lesquels il n'y a personne, sur lesquels tu as une opportunité terrible et sur laquelle personne ne s'enclenche, personne ne se positionne et où toi, quand tu t'y mets, ça paraît tellement évident qu'au final, tu te dis, voilà, moi je l'ai fait et je fais ma vie avec ça. Alors, il faut quand même souligner que leur business model est honorable. Ils font un prix au SAMU parce que c'est d'utilité publique et en même temps, ils facturent aux entreprises et c'est en facturant aux entreprises qu'ils financent le SAMU. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit que je dois te dire, c'est en utilisant la solution au travers du SAMU et de tout ce qui est d'utilité publique qu'ils se font connaître quelque part parce que c'est une solution qui mérite d'être connue. Moi, je suis complètement bluffé. Je n'en reviens pas. C'est exactement le genre de choses que tu dois chercher dans ta vie. Ne pars pas du principe, et bien au contraire, que c'est impossible de trouver ce genre de segment de marché, puisque là, pour le coup, on est sur quelque chose auquel n'importe qui aurait pu penser. Il se trouve que c'est eux qui l'ont fait. Mais ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Et après, derrière, il te suffit de trouver la personne avec qui le développer. Ils ne sont que deux
Ça te montre à quel point, déjà comme ça a été dit, tu n'es pas si éloigné que ça des personnes que tu cherches à contacter. Et ça te montre aussi à quel point dans ta vie, dans ton quotidien, il y a la réponse à la question que tu te poses, à savoir comment développer ma boîte. Tu vis déjà dans l'univers dans lequel tu dois vivre, dans ton petit monde au quotidien. Il y a les signaux de l'entreprise que tu es capable de créer et qui peut t'amener à ce même niveau. Il suffit juste que tu ouvres l'œil le bon et que tu regardes ce qui est censé être regardé par toi. Moi, ce qui m'impressionnera toujours dans les aventures entrepreneuriales, c'est à quel point l'histoire d'un entrepreneur est liée à la vie de l'entrepreneur et de l'entreprise qu'il a créée. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est parce que ta vie d'entrepreneur et ton entreprise sont liées que ça prend forme, que ça existe. Donc, laisse sa chance au produit et regarde tout simplement ce qui te touche dans ta vie. Tu as déjà les réponses pour créer l'entreprise internationale à laquelle tu rêves tant. Et je te le souhaite parce que là, tu l'as sous les yeux. Et encore une fois, je le redis, c'est bluffant. Ce passage est anthologique. On n'a jamais vu d'émission comme celle-là où, de façon aussi évidente, deux créateurs te racontent leur histoire et plus ils te donnent d'éléments sur leur société, moins ça paraît crédible et plus en même temps je me dis mais attends mais j'ai envie de mettre du pognon tellement ça paraît fou, tellement c'est trop beau, tellement c'est délirant, une histoire de dingue. Et vous avez jamais levé de fonds? Non, jamais. Jamais. Et vous vivez comment depuis 2017? On s'est pas trop payé pendant quelques années. Donc vous faites quelque chose à côté? Ouais, c'est ça, boulot à côté. C'est quoi votre travail à côté? Moi, j'étais freelance, donc je faisais des applications mobiles. Mais toi, t'as quoi comme formation? J'ai fait l'école 42, du coup. Ah, t'as fait 42? Ouais, j'ai fait 42 de base. Major de promo au passant. Major de promo 42? Ouais. Pas mal. Ah ouais, quand j'ai dit, sauf si c'est un génie, en fait, c'est un génie, quoi. L'école de Xavier Niel, pour info, pour ceux qui ne suivent pas, très tech. Avec des nouvelles manières de travailler, d'apprendre, beaucoup moins formelles, on va dire, que l'éducation nationale classique. Donc c'est que tu es débrouillard et intelligent, habile, on va dire, si tu as réussi à être major. Ah, merci. Sachez aussi, je pense que c'est un point important, c'est que je ne pas le compliment facile, mais je pense que Jovien, pour moi, c'est mon âme sœur pro. C'est-à-dire qu'on est passé par... ça existe, hein. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que hein. je pense que je vais passer ma vie avec lui à monter des boîtes, à créer des trucs. Et toi, tu as quoi comme formation? J'ai fait une école de commerce, je suis passé par HEC Paris et après j'ai aidé à développer une start-up d'État pour François Hollande qui s'appelle la Grande École du Numérique. Peut-être que vous voulez la mission ou pas. Non, non. Non, tu m'as perdu quand tu as dit François Hollande, tu m'avais déjà perdu. La start-up de François Hollande, ça nous a pété les Ouais, pattes. tu n'aurais pas dû le dire. passer à autre chose, tu m'as perdu François quand Hollande t'as qui dit fait ça. une start-up. François Hollande, start-up. Là, je suis en one-one-one. Tu m'as perdu là. Ah bah, c'est le gars, il a fait une start-up pour François Hollande, c'est un deuxième génie, quoi. C'est une équipe de génie, Un quoi. sacré binôme, là. Alors c'est possible et ceci expliquerait peut-être cela. C'est-à-dire que peut-être que c'est effectivement deux génies qui se sont rencontrés. Ce qui est intéressant dans le dernier élément qui vient d'être communiqué, c'est qu'effectivement toutes les parties de ton histoire ne sont pas forcément bonnes à dire. La start-up de François Hollande, c'est un petit peu antinomique, quoi. Je veux dire, c'était pas lui qui avait dit que la finance était son ennemi. Bon bref, passons. Bien évidemment, tu vas me dire, il a pu faire une start-up qui avait une vocation, on va dire, humanitaire. Mais enfin, quand tu fais une start-up, tu lèves des fonds, tu vois, lever des fonds, anticapitaliste. Bon, bref, je ne cherche absolument pas à souligner le caractère, je dirais, contrariant de nos dirigeants. Et je n'aurais même pas de chercher, pas le mot contrariant que je voulais dire, mais j'ai évité d'être grossier, donc je passe à autre chose. Donc, major de promotion de 42. Et effectivement, on a peut-être affaire à un génie qui expliquerait comment et pourquoi finalement on n'a pas une énorme équipe. Il faut que tu saches que c'est possible. Moi, je connais des histoires de personnes autour de moi d'ailleurs qui ont travaillé avec des espèces de... j'aime pas parler comme ça. Tu as des personnes qui sont géniales, qui ont un don pour faire certaines choses. Au point où tu te demandes comment ils arrivent à faire ceci, comment ils arrivent à faire cela. Ça t'est déjà arrivé, je pense. Tu t'es déjà, à mon avis, demandé comment une personne, elle arrive à faire autant de choses dans sa journée. Je ne dis pas que tous les gens qui ont l'air d'être hyper productifs sont des génies, mais dès l'instant que tu t'interroges sur la façon de faire de quelqu'un, il y a une forme d'habileté, de facilité, de manière de gérer sa vie différente des autres.
Et je dis ça en toute connaissance de cause, puisque je pense que moi, je connais des personnes qui ont des vies exceptionnelles. Moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui vraiment, je pense, ont des vies exceptionnelles. Et je me surprends des fois à me demander comment ils font pour réussir à faire ceci, à faire cela. Et dès l'instant que tu te poses ces questions-là, alors déjà, je pense que quand tu te poses ces questions sur des gens que tu côtoies, tu te dois de parler avec eux de ces questions que tu te poses, parce que je pense qu'ils peuvent t'apporter des réponses surprenantes. Ensuite, je pense effectivement qu'on a tous des compétences et que ce n'est pas parce que tu ne les as pas encore développées que tu ne vas pas les développer. Et puis aussi, tu t'es peut-être pas laissé l'opportunité de les développer. Bon, ça, c'est aussi une autre réalité, mais je veux quand même le préciser. Et enfin, je pense qu'on a tous des capacités hors normes dans un domaine. Il n'y a pas de honte à ne pas exploiter nos capacités. Il y a des personnes qui ne veulent pas les exploiter, des personnes qui n'ont pas l'opportunité de les exploiter encore une fois. Je pense que simplement, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on veut bien le dire que de parfois quitter son emploi. Voilà, comme là, ils l'ont dit, ils avaient tous les deux un boulot à côté en attendant que ça fonctionne. C'est assez impressionnant d'écouter une histoire pareille, comme celle-ci, où finalement, il y a eu énormément d'abnégation et de dévotion qui ont été données à cette entreprise. Moi, en tout cas, ça me bluffe parce que je me dis que il est possible aujourd'hui, malgré plein de choses, de créer des entreprises comme celle-là. Je pense que plus on va avancer, plus on va être confronté à des sociétés aussi petites, aussi agiles et qui ont autant de potentiel. Parce que là, ce qui est bluffant finalement, c'est la taille de l'entreprise par rapport au potentiel. Mais crois-moi, avec l'intelligence artificielle, tu vas de plus en plus être confronté à ce profil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te dire, ben oui, en fait, il y a des petits groupes comme ça qui vont créer des boîtes internationales et le chiffre, c'est pas ça. Le nombre de personnes intervenantes ou parties prenantes dans l'entreprise est ridicule. Là, ils sont 3 pour couvrir les États-Unis et la France. Rien ne les empêche de couvrir l'Europe et le monde. Tu te dis, mais what the fuck, comment ils ont fait? Et franchement, ça en est même, alors c'est même peut-être trop avant-gardiste parce que ça en est même peut-être à rebooter les investisseurs d'investir parce que ça paraît trop beau. Tu te dis, attends, ils n'ont pas levé de fonds, ils sont une petite équipe, ils ont un potentiel de dingue. Où est le piège? Où est le piège? Ils n'ont pas pris beaucoup d'argent sur la boîte, donc elle est peu endettée. Bizarre. Je peux l'entendre. Maintenant, ça me paraît cohérent. Personnellement, je te le dis, on va écouter ce que chacun va dire. Je crois que je mettrai le portefeuille. Le seul problème qui va rester, à mon sens, au bout de tout ça, que je n'ai pas évoqué tellement ça m'a bluffé, c'est effectivement, je pense, la valorisation par rapport au chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il va y avoir des discussions sur soit les investisseurs vont dire « je veux bien te donner l'argent, mais je veux plus de parts », soit ils vont te dire « c'est trop hautement évalué, je réévalue » et donc ils vont te donner un nouveau chiffre avec un nouveau nombre de parts. Je vois bien le truc partir comme ça, mais très honnêtement, je suis assez bluffé de ce qu'ils ont réussi à construire à deux. C'est une entreprise de dingue. Pour moi, il y a presque la question se pose de pourquoi ils lèvent de l'argent et auprès d'investisseurs et pas de la dette. Parce qu'il manque aussi un élément, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Ils ne l'ont pas dit. Alors, soit ils cherchent une tête d'affiche et dans ces cas-là, je comprends la démarche. Ok, c'est bon. Mais dans ces cas-là, c'est Tony Parker qu'il leur faut. Et encore même pas parce qu'ils ont le 911. Donc, c'est un peu étrange, tu vois. Ils n'ont même pas besoin de Tony Parker. Donc, soit ils ont besoin de quelqu'un pour le développement en interne de l'entreprise, soit il y a un truc qui m'a échappé. On va le voir, je pense, dans l'émission. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je suis un des deux associés. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je n'essaye pas de lever de l'argent auprès de la banque avant de passer devant les investisseurs parce qu'ils ont besoin de rien pour moi. D'autant que, comme il l'a dit, c'est très exponentiel comme développement et c'est une société que tu peux derrière revendre parce que c'est un SaaS, Société as a Service. Donc, c'est des sociétés avec des coefs de revente qui sont liés au nombre d'utilisateurs actifs. Donc, il y a une particularité avec, malgré tout, je vais dire, un décalage entre le prix de l'abonnement payé par les services d'urgence et le prix d'abonnement payé par les sociétés commerciales. Mais, au demeurant, je te le dis comme je le pense, tu as quand même un abonnement. Donc, c'est valorisé au final. Pas pareil, mais valorisé quand même. Donc, c'est une boîte sur laquelle tu peux faire un exit énorme parce que tu peux arriver derrière à la monter en sauce jusqu'à un certain point et après tu la tu la vends et là tu t'encaisses un gros chèque. Même pour les investisseurs, c'est intéressant. Franchement, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des Qui veut être mon associé où j'ai la sensation qu'il y a un banger devant eux, qui est vraiment une société qui est une énorme opportunité. Presque, je me demande ce qu'elle fait là, quoi. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici les deux là? Bon, on va voir qui finance ou pas, mais pour moi,
il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Quand je suis rentré, je me suis dit waouh, ça va être un gros dossier parce que le sujet il est fou, vous avez une solution qui est dingue. Je me dis que vous avez un Anthony dans la team, donc déjà c'est quand même gage de réussite pour commencer. Ou pas. Ou pas. La santé, c'est un secteur qui explose. Les investisseurs sont friands de cette verticale, donc ça peut apporter des valorisations qui sont intéressantes, d'autant plus que votre marché international semble gigantesque, scalable. C'est une solution qui peut facilement grandir en fonction des clients. Une fois que la tech est posée, le plus gros est fait. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez de chiffres pour que je me positionne sur ce type de montant. La valo, je la trouve un peu haute. Donc pour ces raisons, je passe de mon côté. Mais j'espère vraiment que vous allez réussir parce que la mission est naturellement incroyable. Merci. Ouais, merci pour tous ces retours. Je suis quand même surpris que Anthony ne se lance pas dans l'investissement ou même pour faire une proposition. Je pense que la valo est effectivement trop élevée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'informe, parce que bon, tu sais que je parle aussi beaucoup d'immobilier, là c'est de l'entrepreneuriat, mais passons. Je t'informe malgré tout sur ce point-là. Je voudrais quand même que tu le gardes bien en tête. Fais toujours très attention quand tu évalues le prix d'un de tes actifs. Comme je te l'ai dit dans l'émission, c'est la maladie des entrepreneurs et des investisseurs que de voir la valeur de ce qu'ils possèdent bien au-delà de ce que ça vaut réellement. Dans les faits, entre l'acte de vendre réellement quelque chose et d'encaisser l'argent et de croire ou de spéculer ou de fantasmer sur le prix de ce que peut valoir ce que tu possèdes, il y a toujours un écart. Jamais ou très rarement en défaveur de l'investisseur, enfin en faveur de l'investisseur. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'écart de prix que l'on retrouve sur les valorisations, c'est plutôt en défaveur de l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur pense quasiment tout le temps que ça vaut plus cher que ce que ça vaut réellement. Donc fais très attention déjà. Donc là, moi je pense qu'Anthony, clairement, il est refroidi par le montant qui a été demandé dès le départ parce que les chiffres sont tellement éloignés. Je veux dire, on parle de tout petits chiffres d'affaires, toute proportion gardée. Attention, c'est très bien ce qu'ils font, mais on parle de tout petits chiffres d'affaires par rapport à une valo à 4 millions et quelques. Donc, il faut dire que c'est compliqué de demander ça. Encore une fois, je tiens à répéter que les SaaS, donc Société as a Services, sont des sociétés qui sont extrêmement valorisées, mais faut-il encore qu'elles fassent le chiffre qui justifie la valorisation. Et là, clairement, le chiffre n'y est pas. Donc, quand il dit, et c'est intéressant, je veux que tu le notes, que les investisseurs adorent les sociétés médicales, eh bien c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que là aussi, on va faire un peu écho au marketing que je t'évoquais tout à l'heure dans les 3 points importants à conserver pour bien évidemment l'appréciation d'une activité quelle qu'elle soit. Le marketing, en marketing, la douleur, le point suprême du marketing, c'est le docteur. C'est-à-dire que quand tu es malade et que tu vas voir un docteur, tu lui fais une confiance aveugle. Et quand tu atteins ce point de confiance, tu as atteint le summum du marketing parce qu'en fait, ton besoin est clairement identifié et ton besoin est tellement important que tu es prêt à faire confiance aveuglément au docteur parce que tu sais que tu es malade. Et en réalité, en marketing, quand on est capable chez toi de déclencher une douleur équivalente à celle que tu peux obtenir dans la santé, eh bien finalement, on sait que derrière, la vente, elle aura lieu. Et ce que j'essaye de te dire donc dans ce cadre ici, c'est qu'on est face à cette situation où on est sur une société qui est dans la santé et où les investisseurs sont friands parce qu'ils savent que dans la santé, les gens sont prêts à payer. Dès que ça touche ta santé, tu es prêt à faire un effort supplémentaire. Si tu as 2 médicaments, un dont tu n'es pas sûr qu'il te soigne, mais tu as les moyens de te le payer, et un dont tu es certain qu'il va te soigner, mais tu n'as pas les moyens de te payer, et tu veux être soigné, on sait très bien que le malade fera l'effort de payer plus cher pour avoir la certitude d'être guéri. Et donc là, on est clairement dans cette situation. C'est vraiment, voilà, c'est les sociétés qui sont dans le médical, c'est des sociétés qui sont vraiment très intéressantes pour les investisseurs et pour les entrepreneurs aussi. Voilà, donc écoute, je voulais te préciser tout ça. On va voir maintenant au prochain investisseur s'il y va ou pas. Mais il est possible malgré tout que l'évaluation étant tellement importante que finalement, je n'ai pas autant de personnes qui lèvent le portefeuille comme j'aurais pu le penser au départ. On va le voir toi et moi. Vous avez un super projet avec une belle histoire et vous avez réussi à faire une exécution assez impressionnante à deux. C'est la force des petites équipes complémentaires qui sont efficaces, qui sont résilientes et qui arrivent à soulever des montagnes. Et vous avez réussi à faire beaucoup avec peu. Et c'est vrai que c'est typiquement le genre de
de service où on se dit, bah ouais, en fait, c'est facile, pourquoi les autres le font pas? Mais derrière, il y a 1 million de petits détails qui font que si on essaie de le faire, bah, finalement, c'est pas aussi simple que ça. Et vous avez réussi à déjà vous exporter aux États-Unis. Et ça, c'est quand même une sacrée performance hein, pour une boîte française. C'est vrai que votre valo, elle est élevée. Hein, on n'est plus en 2020, on n'est plus en 2021. On ne peut plus vraiment prendre en compte le chiffre d'affaires futur, le multiplier par 10, 15. Donc je vais vous faire une proposition basée sur une valorisation qui me semble un peu plus actuelle. Donc je vais vous proposer 300 000 €, mais pour 15%. Et c'est comme ça qu'on t'aime. Et j'ai un grand sourire. Le contexte, mon ami, le contexte. Que t'as dit, papy? C'est moi, papy, hein, c'est de l'humour. Je te l'ai dit, le contexte. N'oublie jamais ça. Et malheureusement, vous faites tous l'erreur. Vous la faites tellement. La chance qui m'a un petit peu sauvé, c'est que j'ai beaucoup vendu dans ma vie. Et j'ai tendance à continuer à vendre malgré tout parce que la vente fait partie du process et que c'est en vendant que tu arrives vraiment à évaluer ce que tu as construit. En vrai, c'est malheureux de dire ça, mais tu as pris tes bénéfices qu'au moment où tu as été capable de prendre tes bénéfices et on est nombreux. Dieu sait qu'on est nombreux à pas être capable de prendre nos bénéfices. Et ce que les gens sous-estiment, c'est ce qu'on appelle les retournements de marché et l'incapacité que l'on a tous à finalement évaluer l'avenir. Il faut quand même savoir une chose, je suis désolé de te le dire, mais tu ne connais pas l'avenir, je ne connais pas l'avenir et tout professionnel que je suis de l'immobilier, il n'y a rien qui puisse me permettre de te garantir que les prix immobiliers d'aujourd'hui seront les prix immobiliers de demain. Je vais te donner un exemple, certes tiré par les cheveux, mais j'ai quand même envie que tu le gardes dans un coin de ta tête. Imagine que demain matin, il y ait une guerre et que des obus, des missiles soient tirés. La valeur de ton bien immobilier, somme toute, est très relative aux missiles qu'elle se sera pris d'une nuit à l'autre. Ou pas. C'est-à-dire que parfois, les ogives tombent sur une rue et pas sur une autre. Si tant est que tu aies de la chance, peut-être que tu arriveras et que ton bâtiment sera toujours là, mais peut-être qu'il n'y sera plus. Et si le bâtiment est rasé, le crédit, lui, ne le sera pas dans la nuit en même temps que le missile sera tombé sur l'immeuble. Ce que j'essaye de te dire de façon certes tirée par les cheveux, bien peu élégante et peut-être aussi un petit peu fantasmagorique, je te le concède, c'est que si demain donc il y a une guerre pendant la nuit et qu'un missile venait à tomber sur ton immeuble, le crédit tu l'aurais toujours, l'immeuble tu ne l'aurais plus, il y a peu de chances, voire pas de chance pour que dans ta police d'assurance il y ait écrit remboursé si un missile tombe sur le toit. Et dans ces cas-là, tu fais quoi ? Et tu pourrais me dire que pendant des années, ton immeuble a valu des millions et des millions d'euros. Une fois que le missile s'est écrasé sur l'immeuble, les millions d'euros se sont envolés dans l'explosion. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que le bénéfice existe tant qu'il existe, jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Et il y a toujours des retournements de marché, pour diverses raisons, et pas forcément des missiles. Prends l'exemple de 2008. Du jour au lendemain, des actifs n'ont plus valu le même prix que ce qu'ils valaient presque d'un jour à l'autre. Et je sais de quoi je te parle. Je te rappelle que tu écoutes quelqu'un qui avait un programme de marchand de biens en plein pendant la crise et que à la fin de ce programme, il m'est resté un appartement sur les bras que je n'arrivais pas à vendre. Je l'ai gardé quasiment 1 an et demi, le truc. Si bien qu'à la fin, je me suis retrouvé en fin de programme avec un crédit de marchand que je devais rembourser et un appartement que je n'arrivais pas à vendre. Je l'ai vendu, mais alors franchement, c'était un poil de fesse. Pardonne-moi l'expression, elle n'est pas belle celle-là, mais je l'emploie parfois. Ça s'est joué à rien, tu vois. C'était tellement rien que, voilà, je le dis, c'était de la chance, littéralement. J'aurais pu me retrouver dans l'embarras. Donc, on a ici Eric qui formule son évaluation, comme il le dit, non plus sur les critères de la belle époque où on achetait parce que l'argent était facilement accessible, mais sur les critères bien plus réalistes des chiffres qui ont été amenés et de la réalité dans laquelle se trouve la société. Ce qui fait toute la différence. Et on se retrouve du coup avec une valo qui est plus la même. Donc bref, je vais voir ce qu'ils vont dire, mais à mon avis, on va rester dans la même lignée pour tous les investisseurs et ça sera après à eux de nous montrer ou pas la résilience à laquelle il a fait référence, de façon très amusante d'ailleurs je trouve. Maintenant, la suite au prochain investisseur ou au prochain épisode. Patrick Magnéto. Bon, moi j'ai adoré
le pitch. Hein. Franchement, félicitations. Merci. Pour rebondir sur ce que Eric il a dit, franchement, tout ce que vous avez fait à deux, c'est incroyable. Franchement, respect. L'idée est simple, mais des fois, c'est ce qui marche le mieux. Et tu te dis, ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je me suis souvent dit ça, moi. Après, les États-Unis, moi, je kiffe parce que bon, bah, j'ai une base aux États-Unis et j'ai une base à Lyon. Donc, c'est vrai qu'investir dans quelque chose où il y a les deux, c'est toujours quelque chose que je recherche. C'est une très, très bonne cause. On me propose toujours, toi, des trucs de sport, tech. Là, ce serait différent. Et ce serait vraiment, je pense, quelque chose, ma mère, elle serait fière. Donc là, franchement, vous m'avez bien chauffé. Moi, si je vais me mettre à fond et tout, c'est clair que j'aimerais plus de pourcentage. En dessous de 10-15, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon offre, elle va être de 500 000 €, mais j'aimerais 20% de la boîte. Ça touche à quelque chose qui va au-delà, effectivement, du raisonnable. Il vient de dire un truc, Tony Parker, que je trouve extrêmement intéressant. Il vient de dire « ma mère serait fière ». Et ça, c'est pas anodin parce que ça donne une dimension au projet qui, voilà, le rend encore plus majestueux, si c'est le bon terme. J'en suis pas certain, tu me corrigeras si je me trompe. Ce qui est hyper intéressant dans ce qui vient de se passer là, précisément maintenant, là, l'émission, elle vient de basculer dans autre chose. Et je vais t'expliquer pourquoi, c'est hyper intéressant. Là, Tony Parker, il vient de faire une offre qui n'a rien à voir avec l'offre d'Eric et avec la valo qui a été proposée par les deux entrepreneurs. Ce qui veut dire qu'à partir de là, les autres investisseurs, c'est open bar. En gros, chacun va pouvoir s'exprimer sur l'offre et la façon d'acheter cette entreprise parce que à partir de là, après Eric et après Tony Parker, finalement, chacun aura donné un petit peu, j'ai envie de dire, sa sauce, aura fait sa valorisation en fonction de ses aspirations, de ses attentes. Tu vois, Tony Parker, il dit, moi, je veux au moins 20%, donc je te donne plus, mais je veux 20%. Voilà, il a fait son calcul en fonction de ce qu'il estimait, en fonction de ce qu'il a entendu. Il a donné ses arguments, ils sont valables. Mais ce qui est intéressant, et moi, ce que j'aime bien dans ces émissions, c'est qu'on parle aussi un peu de négo, qui est un sujet que j'aime bien. Là, tu es dans une négo qui est toujours hyper intéressante parce qu'elle est rare, c'est-à-dire que tu es dans une négo où il y a plusieurs acheteurs pour un seul produit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à avoir des gens comme ça qui transgressent les règles, ils incitent les autres à transgresser eux-mêmes les règles de la même manière que le premier a osé le faire. Enfin, dès l'instant qu'il y en a un qui a osé le faire. Et là, on a Tony Parker, pas des moindres, qui transgresse allègrement les règles établies par les deux intéressés. Et du coup, pour moi, ça va amorcer... Alors, deux positions en fait. Ceux qui vont du coup jouer de je colle complètement à l'offre que tu as faite. Donc moi je m'attends maintenant à ce qu'il y ait un investisseur qui va donner précisément ce qu'il demande dans le but d'obtenir l'opération. Et à l'opposé, tu vas avoir à mon avis d'autres investisseurs soit qui vont complètement se retirer parce qu'il n'y a plus de place pour le jeu, soit qui vont eux-mêmes surenchérir. Alors pas surenchérir, pas sous-entendu donner plus d'argent, mais en tout cas poser sur la table des offres qui correspondent à leurs besoins à eux aussi. Voilà, chacun va donner finalement sa sauce. C'est intéressant. Ce qui m'amène à te donner un conseil qui est le suivant, c'est n'hésite jamais en négociation à transgresser les règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a jamais eu de règles. D'ailleurs, on essaye, je pense, en permanence, tous autant que nous sommes, à te faire croire qu'il y a des règles. Les seules règles qui sont valables, ce sont les tiennes. Ne t'en déplaise. Donc voilà, prends conscience de ce qui vient de se passer, c'est hyper intéressant je trouve. Maintenant on va voir les prochaines offres et on va voir plutôt vers laquelle les deux compères vont se diriger. Bon, alors moi je trouve que tu as super bien parlé. Merci. Tu as été incroyable, mais c'est peut-être parce que je suis la plus tech de la bande. Je suis pas d'accord non plus. Eric, c'est le camouflé là. Voilà, exactement. Vous avez tout pour tout déchirer maintenant. Moi, je peux aussi vous apporter beaucoup sur cette partie business. C'est ce que j'aime. Moi, j'adore vendre. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Donc, en fait, je trouve que l'offre d'Eric, elle est fair. Et donc, je vais vous proposer la même offre qu'Eric. Sachant qu'avec moi, on peut tout déchirer, quoi. Trop bien. Merci. Bon, je vais être honnête, je la connais pas. Elle n'est pas piquée des hannetons, elle n'a pas froid aux yeux. Hein, elle y va.
Je ne sais pas trop du coup ce qu'elle vaut dans le codage. Et puis moi, je ne suis pas du tout un codeur. Là, ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle se met en avant. Elle s'aligne sur l'offre d'Eric pour essayer de ramener le bébé à elle. Est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas. Il n'y a rien d'original. Il nous reste finalement que Marc Simoncini. C'est lui qui, comme je l'ai souvent dit, donne le là. Donc là, c'est assez facile. Soit il va lui-même faire une offre, soit il va se retirer parce qu'il y a quand même pas mal d'offres sur la table, dont celle de Tony qui est pour moi la plus élevée, même s'il prend plus de parts, mais aussi la plus intéressante par rapport aux US. Le problème de l'offre de Tony, c'est que quand tu y réfléchis, ils sont déjà aux US. L'intérêt d'avoir Tony Parker, pour une fois, n'est pas réel. C'est assez fou à dire ça, hein, mais c'est comme ça. Donc écoute, on va voir. Moi, je crois que là, je ne la connais pas suffisamment pour avoir une opinion sur ce dont elle est capable et ce qu'elle met en avant, à savoir vendre. Aujourd'hui, ils se sont quand même extrêmement bien vendus. Ils ont l'air d'avoir réagi, leur rire et l'émotion que j'ai vue. Bon, tu ne l'as pas vu au travers de l'image, mais l'émotion que j'ai pu voir, elle représente quelque chose pour eux. Donc, ça veut dire que peut-être que dans le codage, elle a effectivement un certain niveau. Ça existe. Hein. Dans tous les métiers, tu as des personnes qui ont une réputation. Cette réputation, peut-être la concernant, elle n'est plus à faire, tant mieux. Parfois, avoir une bonne réputation, ça suffit pour obtenir le deal. Ça aussi, il faut que tu l'entendes. Hein. Quand tu veux obtenir des deals, ce n'est pas l'argent qui l'emporte à chaque fois. Parfois, la réputation suffit. C'est pour ça que dans les affaires, c'est très important de garder ta réputation. Rappelle-toi de ça, c'est un conseil que je te donne souvent, mais la réputation, c'est la confiance que tu véhicules et l'argent, ça n'est rien d'autre que de la confiance. Je préfère donner de l'argent à un mec comme Marc Simoncini en qui j'ai confiance entrepreneurialement parlant que donner de l'argent à un gars que je ne connais pas qui n'a jamais fait ses preuves. C'est logique. Donc là, c'est pareil. Parfois, la réputation, ça suffit. Se forger une réputation solide dans le business, c'est gage de réussite. Donc bref, on attend Marc Simoncini et on voit la finalité vers qui ils vont se diriger, Patrick Magnéto. Alors moi, j'ai frisé 3 fois la WC aujourd'hui. Donc, peut-être vous allez pouvoir me prendre si je survis à cette séance. Vous êtes parti sur un truc, une mission, aider la santé. Puis là, vous avez vu que ça marchait, et puis vous vous êtes dit, avec ça, je peux faire un business. Donc, on voit plein de fois des gens qui partent avec une belle âme et qui se retrouvent à faire du business après, puis ils sont un peu écartelés dans les deux valeurs en disant, mais est-ce que je fais ça pour l'argent ou est-ce que je fais ça pour changer le monde? Et ça devient, et c'est des sources de dissension que j'ai vues plein de fois. Et moi, le truc le plus important que vous avez dit dans votre pitch, c'est pas les chiffres, c'est pas ça, c'est que vous avez fait une belle rencontre et que vous, professionnellement, vous vous aimez. Et pour s'aimer longtemps, il faut rester sur le même chemin. Et là, vous allez en avoir 2. Donc, voilà la proposition que je vous fais. Je vous donne 100 000 € en compte courant dans la partie santé. Ça, vous faites ce que vous voulez avec cet argent. C'est un prêt, vous me le rembourserez le jour où vous pourrez. Peut-être jamais. Et ça, c'est parce que la santé doit rester le truc le plus important dans votre projet. Par contre, je pense qu'il faut créer une filiale à côté. Là, je vais rentrer. Qu'il faut renommer. Il ne faut pas qu'elle s'appelle Urgent Time. Il faut qu'elle ait un nom qui clash et qui parte à l'international très vite. Et dans cette entité qui ne fait que le business, je mets 400 000 € pour 20% du capital. Je vais vous faire un résumé de la situation. Je rappelle que vous étiez venu pour chercher 300 000 € en échange de 7% de la société. Vous avez eu 4 belles propositions que je reprends dans l'ordre. Eric a été le premier à se positionner et il vous propose 300 000 € contre 15%. Ensuite, on a eu Tony qui a proposé 500 000 € pour 20%. Stéphanie qui a proposé 300 000 pour 15%. Et Marc qui vous prête 100 000 € pour que vous fassiez la santé d'un côté et 400 000 € contre 20% dans la structure qu'on pourrait appeler business. Vous avez le temps d'aller réfléchir, je pense que ça mérite un peu de temps. Effectivement. Installez-vous dans le camion. Ouais. Chargé à 200. Je coupe là parce qu'il faut débriefer maintenant. L'offre de Marc, je la trouve hyper smart. Mais bon, après, c'est vrai que Marc Simoncini, tu sens qu'il a vraiment de l'expérience. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a expliqué la scission qu'il crée volontairement entre la santé et la partie business qui, pour lui, ne sont pas compatibles. Parce qu'en fait, tu ne fais pas de business avec la santé. Et je crois qu'il a raison. Je pense que c'est sain de se dire, je ne vais pas exploiter le malheur des gens, je vais simplement le financer. Et derrière, je vais développer la partie commerciale où là, je vais cartonner, je vais faire du fric. Et le fric continuera de financer la santé des gens. Et ma solution sera comme ça
déployés à 2 endroits, mais avec 2 états d'esprit différents, 2 philosophies différentes. Alors bien évidemment, il ne va pas te lancer dans un projet comme celui-là si tu ne gagnes pas d'argent. C'est une évidence. Là, on est sur un développement, une levée de fonds. Toi, si tu as une boîte, ce n'est pas comme ça que tu vas la construire. En tout cas, pas de cette manière-là. De mon point de vue, la démarche est très intelligente, surprenante. Et en plus, c'est limite un conseil business qui, dans tous les cas, quoi qu'il décide de partir ou pas avec lui, devra être appliqué par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de scinder en 2 leur boîte et de mettre d'un côté la partie santé et de se recentrer, enfin de se concentrer différemment sur le business, ça me paraît être la démarche la plus saine et la plus intéressante à faire. Moi, j'aurais tendance à aller avec Marc Simoncini parce que la ventilation est claire, le chemin est clair aussi et j'aime assez bien la manière dont il a de driver la chose. Maintenant, ça reste très personnel si j'avais été du côté des dirigeants, enfin plutôt de ceux qui ont pitché. Maintenant, la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a des paramètres qui vont rentrer en ligne de compte dans le choix qu'ils vont faire qui va venir perturber finalement l'évidence d'aller vers Marc qui a l'avantage de proposer vraiment un découpage de l'argent clair. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Tu peux très bien faire un prêt et redécouper l'argent. Quand tu as de l'argent, quand tu obtiens de l'argent au travers d'un prêt, découpe-le, prépare un plan, organise-toi. On ne gagne pas d'argent en ne s'organisant pas. Ça n'est pas vrai. Voilà. Donc écoute, on va découvrir maintenant leur choix, leur réflexion aussi. Et on va voir si ils s'orientent vers Marc ou pas, ou vers l'un des 3 autres. La suite, tout de suite. En même temps, Ils hésitent. Hein. Grosse décision là. Tu vois, comme quoi la meilleure valo, ça passe pas comme ça du premier coup. Et voilà. Merci déjà à vous 5. Les retours, les propositions. On a les cerveaux derrière là. Alors, Eric, pour moi, vous êtes hyper inspirant. Je vous adore, on parle souvent de vous. Je vais devoir vous laisser partir à contre-cœur. Alors, proposition super alléchante. Et c'est horrible. Et pareil, je vais devoir laisser passer, pareil, à contre-cœur. Marc, Tony, donc on vient avec une contre-proposition. Tout simplement, on aimerait vous avoir tous les deux. Je pense que c'est assez complémentaire ce que vous pourriez nous apporter tous les deux. Donc vous avez fait tous les deux une proposition à 20%. On ne peut pas perdre 40% parce qu'on va avoir d'autres levées de fonds derrière. Donc je vous fais une contre-proposition, pas à 20% chacun, mais à 15% chacun. Et au lieu que ce soit 500 000, proportionnellement, on est 375 000. Comme ça, on reste cohérent. Je vais répondre avant Tony parce qu'après, lui, il va peut-être faire une autre propale. Hein. Moi, je suis d'accord pour votre propale. Ok, super. Alors, c'est marrant que vous fassiez cette proposition. J'adore parce que moi, je viens d'un sport collectif. Moi, j'ai l'habitude de partager et on gagne ensemble. Et moi, je crois beaucoup à l'union fait la force. Et je pense que Marc, il est cette personne-là. Il peut être un bon coéquipier. Donc, moi, j'accepte cette offre avec plaisir. Ah, super. Merci. Super, on va déchirer. Félicitations. Bravo, les gars. Félicitations. Merci. Okay. On va tout déchirer. Bon, On va tout génial. déchirer. On va tout déchirer. Merci. Voilà. C'est incroyable. Simoncini et Tony Parker. C'est les deux que je rêvais d'avoir. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est génial. Franchement. On a comme associés Tony Parker et Marc Simoncini. C'est juste fou. C'est incroyable. Génial, franchement. Est-ce que tu te rends compte qu'ils ne sont que 2 ? Ils ne sont que 2. Il n'y a pas d'équipe derrière. Récemment, il y a une 3e personne qui les a rejoints, mais ils ne sont que 2. Et donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ils sont 5. Donc, la personne qu'ils ont embauchée, Marc et Tony. Et quand Tony dit « j'ai l'habitude d'être transport d'équipe, je n'ai pas de problème à partager, d'être avec Marc, on va tout déchirer », mais c'est certain qu'ils vont tout déchirer. Et est-ce que tu as compris pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est de l'analyse. Ils sont en comité restreint. Un petit groupe comme ça est capable de prendre rapidement des décisions efficaces. Et je le répète parce que
je pense que ce podcast, tout aussi impressionnant soit-il, parce que franchement, là, on est sur un podcast impressionnant qui laisse à réfléchir, qui te montre à quel point non seulement les évidences peuvent te rapporter de l'argent et changer ta vie, mais surtout à quel point tu n'es pas si éloigné de tes rêves et de tes objectifs. Parce que à deux, ce qu'ils ont réussi à accomplir, et je le répéterai jamais assez, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Ce qu'ils ont accompli en étant que deux, c'est bluffant. J'ai jamais vu ça. On est vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu ne jamais imaginer. J'ai jamais vu ça. Une entreprise comme ça, à deux, ça te laisse et ça doit te laisser te dire qu'une seule et unique chose, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Il n'y a pas de limite. Et encore moins aujourd'hui. Parce que l'émission, elle a 1 an et demi. Et entre-temps, il y a eu ChatGPT. Il y a eu tout ce qu'il y a eu qui nous aide encore plus. L'humanité va vers finalement, je pense, elle tend vers le fait qu'un petit groupe de personnes sera capable de gérer d'énormes choses. Je pense qu'on tend vers ce genre de situation. Et je pense que tu dois réfléchir et agir de cette manière-là. Au début de l'émission, Anthony Bourbon a dit c'est un business model scalable. La scalabilité, c'est vraiment l'univers dans lequel on est rentré et c'est ce que tu dois développer. Voilà, tu dois développer des business scalables. Scalable, c'est le rendement croissant d'échelle. La meilleure image pour parler de ça, c'est Google. J'arrive sur une page Google, j'ai cette barre que tout le monde utilise depuis des années. Et d'ailleurs, note que ChatGPT a utilisé à peu près la même chose. On a une barre de recherche qui développe en fait une espèce de conversation à l'image des textos que l'on a sur le téléphone. ChatGPT, c'est le croisement entre deux outils qu'on a l'habitude d'utiliser, notre téléphone et Google. Et ça a créé immédiatement un produit que l'on a envie d'avoir et que l'on utilise facilement. C'est d'ailleurs pour ça que depuis pas longtemps, ChatGPT est plus utilisé et de plus en plus utilisé face à Google. C'est parce qu'ils ont choisi une interface, j'ai envie de dire, intuitive et aussi que l'on connaît déjà au travers du texto qui crée cette, ce rapport au produit. Bref. Je suis bluffé de cette émission. J'ai presque envie moi-même de la réécouter tellement elle m'a laissé songeur, penseur et aussi sans voix. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait, c'est il n'y a pas de mots. Bravo à eux deux. 4 repas là, folle. Ça a été extrêmement dur de choisir, mais c'est génial. Humainement, l'expérience est vraiment folle. Je suis fier de toi, je suis fier de nous. Parce qu'avec tout ce qu'on a traversé, toutes les épreuves, tous les murs qu'on s'est pris, les traversées du désert, parce que c'est ça finalement la vraie vie, hein. D'en arriver finalement là où en fait notre vie va probablement basculer grâce à ça, et cheers à nous. Bon belle levée quand même, ça fait 750 000 € au total. Donc il était venu pour laisser 7%, il lâche 30%, mais 750 000. Mais ils vont aller beaucoup plus vite. Et tu vois, c'est la meilleure des conclusions parce que Marc Simoncini l'a souligné. Mais il y a une forme d'attachement, de fidélité, d'amour, j'ose employer le terme, entre eux, au travers de l'entrepreneuriat, qui aussi traduit ce qu'ils viennent de dire. Les moments de résilience, de traversée du désert, de galère. Pour en arriver à ce summum, il faut que tu comprennes que c'est ça la vraie vie. Ça, c'est pas facile. On a tous des galères. J'ai des galères. T'as des galères. On a tous des galères, des moments où ça se passe pas comme tu veux, où t'as pas la solution, où tu comprends pas pourquoi ça marche pas, où tu te dis mais merde, j'ai pas le résultat que j'espérais alors que j'ai travaillé comme un malade. Et après d'un coup t'as le résultat que t'espérais, mais tu sais pas pourquoi. C'est incroyable. C'est vraiment, je te le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Encore une fois. Garde un œil ouvert sur les évidences. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on l'imagine, mais c'est aussi plus compliqué que ce qu'on l'anticipe. Bref, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, mais il n'y a rien de plus agréable dans la vie que ça. En tout cas, moi je te souhaite, mais vraiment, de connaître ce genre de situation, de te lancer dans des aventures comme celle-là, parce que c'est une aventure. Hein. Créer sa boîte, c'est une aventure, une vraie aventure humaine, c'est une aventure de rencontre, c'est une aventure aussi d'ouverture d'esprit et de partage. Tout ce que tu auras vu dans cette émission, je crois que c'est une des émissions qui m'aura le plus bluffé depuis que je fais ces analyses, tant à la fois le produit m'a scotché d'évidence et que tu te dis, mais comme l'a dit Tony Parker, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Tout le monde aurait pu y penser. Je veux dire, cette émission, c'est la représentation même qu'il n'y a pas une personne qui écoute cette émission qui ne peut pas dire « j'aurais pu y penser ». Tout le monde avait la capacité de penser à ça. Et quand tu te dis « ils l'ont fait à deux », tu te dis que tout le monde aurait pu le faire. Et quand tu te dis qu'ils l'ont fait à deux, ils y ont pensé à deux et ils ont levé des fonds à deux, tu finis par te dire que finalement,
toi aussi, tu aurais pu être à leur place et toi aussi, tu pourrais vivre l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Alors, la seule question que j'ai à te dire pour clôturer cette émission en beauté, c'est qu'est-ce que tu attends pour vivre ta propre aventure entrepreneuriale? Tout ce que je fais va dans cette direction et je ne te souhaite qu'une seule et unique chose, c'est de vivre la meilleure aventure qu'il soit, dans l'échec comme dans la réussite, parce que n'oublie jamais que la somme des échecs est égale à la somme des réussites et que pour réussir, il faut échouer et que quand on échoue, on réussit. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com, la chanson tu la connais, il y a mes livres, mes formations, mes coachings, tu cliques et on travaille ensemble. Alors tu vas sur Amazon, tu tapes riche ou crise financière, mes livres apparaissent en première page et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!